Afin de faire suite au premier épisode de Botafiche ayant vu l'introduction de la Rome d'Italie, je vais vous proposer aujourd'hui, afin de clôturer cette parenthèse consacrée 100% à la botanique, un épisode de Biotope. Pour cet épisode de Biotope, on va prendre un gros morceau. On va s'attaquer tout simplement à des termes qui permettent d'introduire à la botanique en attendant les vraies vidéos dans le concept du même nom. Et pour ce premier biotope sur les plantes, j'ai dû faire un choix. J'ai pris seulement 10 termes mais qui prennent en compte le plus de plantes possible. Cet épisode se fixe notamment sur les spermatophytes qui sont les plantes à graines et qui sont le groupe de plantes ayant conquis la Terre aujourd'hui. Donc salut à tous, c'est Jikubi et bienvenue pour ce premier biotope consacré à la botanique. Quand on s'engage à parler de botanique, on a à faire face à l'un des vocabulaires les plus riches et les plus vastes qui soient dans le domaine des sciences naturelles. C'est pourquoi pour ce premier terme, j'ai fait d'une pierre deux coups et on va parler des monoïques et des dioïques. Alors pour faire simple, on va faire un petit retour sur l'épisode de Botafiche dans lequel je parle de la Rome d'Italie et où je dis ceci. Un même spécimen porte à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles. Eh bien, une plante portant à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles sera dite monoïque, de la monoïcie. Tandis qu'une plante portant soit des fleurs mâles ou des fleurs femelles sera dite dioïque, c'est de la diécie. Alors, comme à mon habitude, il s'agit d'une présentation vulgarisée, car il y a évidemment tout un éventail de variantes qui seront elles présentées en temps voulu. En tout cas, retenez que chez les plantes monoïques portent les fleurs mâles et les fleurs femelles, tandis que les plantes dioïques portent soit les fleurs mâles, soit les fleurs femelles. Que l'on soit expert ou débutant, dans la science des plantes, il y a un critère que l'on aborde souvent. On peut le comparer au réseau de veines chez l'être humain, et bien il s'agira chez les plantes des nervures. Ces dernières permettent la circulation de la sève par les nervures principales, les nervures secondaires, et enfin tout le réseau qui se révèle à nous quand cette dernière est décomposée. Ça donne de très belles images. Ces dernières jouent un grand rôle dans la détermination des feuilles, car selon la nervation des feuilles, eh bien plusieurs termes seront à rajouter derrière. Au-delà des nervures, il y a un organe qui est extrêmement visible chez les feuilles. Il s'agira de toute cette partie verte que l'on peut voir sur une feuille et que l'on appellera limbe. Ce limbe est un organe très important car il permet de faire la fameuse photosynthèse. C'est également ce même limbe qui, une fois décomposé, nous permettra de voir le réseau de nervures des feuilles. Éloignons-nous des feuilles et partons du côté des arbres. Ne vous êtes-vous jamais demandé quel était le principal composant du bois faisant office de tige coriace pour ces plantes géantes que sont les chênes, les bouleaux ou les épicéas? Je vais vous répondre, il s'agit de la lignine. La lignine est le composant majeur du bois, donnant sa rigidité. Alors le terme est plus souvent utilisé pour parler des arbres, mais il pourrait tout à fait être utilisé pour parler de n'importe quelle plante, car toutes les plantes en possèdent, autant celles de l'étage herbacé qu'au niveau des arbres. Recommençons à faire d'une pierre deux coups, car dans les nombreux termes qui vont suivre, certains sont intimement liés. Le tronc d'un arbre, en prenant de l'âge au fil du temps, va voir plusieurs parties bien distinctes apparaître, dont le duramen. Le duramen est la partie sombre qui est dénuée de cellules vivantes, c'est la partie morte de l'arbre. À côté, vous pouvez voir une partie bien plus claire que l'on appellera l'aubier. Les deux parties sont très faciles à discerner et tout simplement l'aubier est la partie vivante qui contribue toujours à la progression de l'arbre, tandis que la partie sombre, le duramen, est celle qui est tout simplement morte. Nous avons vu l'aubier ainsi que le duramen pour les parties internes du tronc. Voici donc deux termes supplémentaires pour les parties externes qui permettront d'avoir une vision globale mais simplifiée des différentes parties du tronc d'un arbre. Le troisième terme est donc le cambium. C'est une partie extrêmement importante de l'arbre et qui va recouvrir l'intégralité de son corps, branches, troncs et racines. Le cambium va tout simplement réussir à s'adapter à l'environnement extérieur dans lequel la plante va pousser et produire un bois en conséquence, permettant à l'arbre de résister et de continuer à se développer. Le cambium va également développer au niveau du tronc et des branches assez grosses la dernière partie de l'arbre qui est donc l'écorce.
Avec l'écorce, on a donc le manteau de l'arbre, mais surtout le premier rempart face aux agressions extérieures permettant de protéger l'organisme de la plante. L'écorce a plusieurs atouts, notamment pour la faune et la flore, qui pourra s'en servir comme support. Sur les arbres, on voit souvent du lichen, des champignons et de la mousse. Mais l'écorce peut très bien être utilisée également comme critère de détermination, selon sa forme, selon sa couleur, et qui permet de savoir à quelle espèce on a affaire. Enfin, vous avez les 4 termes les plus importants pour définir les différentes parties du tronc d'un arbre. Dans ce même tronc, on va passer aux différents termes, car quelque chose circule dans ce tronc, et on appelle ça la sève. Concernant la sève à présent, encore une fois, tout ceci peut être séparé en plusieurs termes, tout simplement parce qu'il y a plusieurs types de sèves différentes circulant dans des canaux différents. Alors pour faire simple, on va dans un premier temps voir la sève élaborée qui circule dans le phloème, et enfin on aura la sève brute qui elle parcourt le xylème. Alors ici un petit moyen mémotechnique pour savoir quelle sève circule dans tel canal, B, E, P, X. Le E et le P sont reliés, élaboré, phloème, et le B et le X le sont également, brut et xylème. Démarrons alors avec la sève élaborée. Comme le dit si bien le terme, la sève élaborée, qui va être le résultat de la photosynthèse, va transporter dans le phloème tout un tas de protéines, de sucres, de sels minéraux et d'autres éléments qui vont contribuer à la croissance et à la santé de la plante. Tous ces éléments prennent la même route, le phloème, qui peut être dans la majorité des cas descendant, mais qui pourra parfois être ascendant. Il fera opposition au xylème et à la sève brute. Cette dernière sera différente par plusieurs aspects et elle est entre guillemets plus simple. La sève brute va partir des racines et sera bien plus riche en eau que la sève précédente. Elle sera uniquement ascendante, elle traversera l'organisme afin d'atteindre les feuilles en passant par le xylème chez les plantes à fleurs, les angiospermes, les plantes que l'on traite ici depuis le début. Seulement la sève brute ici va traverser les trachéides quand il s'agira des plantes à cônes, les gymnospermes. Alors ne m'en voulez pas, je termine ici, je développerai le terme de gymnosperme et de trachéides dans des vidéos dédiées. On était au niveau des racines, on va y rester avec les nodosités. Alors qu'est-ce que c'est ? Une nodosité, c'est le résultat d'une symbiose entre une plante et une bactérie. Alors une nodosité peut être représentée comme une sorte d'excroissance au niveau des racines, de la tige ou des feuilles selon les espèces. Il s'agit d'une symbiose car ici, chaque organisme sera bénéfique à l'autre. Ce sera un échange de bons procédés permettant aux deux parties d'obtenir des éléments essentiels pour leur survie. La plante fournira à la bactérie des éléments carbonés, tandis que la bactérie, elle, va fournir des éléments azotés. Il faut savoir également que beaucoup de bactéries sont affiliées à un groupe particulier de plantes. Et nous terminerons sur un terme très important, tout simplement parce qu'il tend à disparaître dans le contexte scientifique. Je l'utilise moi-même à tort et il s'agit du terme végétal. Il devient de moins en moins pratique de l'utiliser en botanique car trop vague en termes de classification. Car attention, cramponnez-vous à vos chaises, toutes les plantes ne sont pas des végétaux. Afin d'être un végétal, il faut végéter, faire de la photosynthèse, ce que ne font absolument pas toutes les plantes. Et donc ces plantes, qui ne sont pas des végétaux, nous en retrouvons un peu partout, répartis dans des tachyons qui contiennent également des végétaux. Un exemple avec les orobanches, qui font partie du même ordre, les lamiales, avec le lamier pourpre, alors que cette première plante ne fait pas du tout de photosynthèse. On a donc ici un terme qui se verra certainement toujours utilisé dans le langage courant, mais qui ne sera pas à privilégier dans le contexte scientifique, dont la botanique. Et c'est ainsi que cette fascinante parenthèse sur la science des plantes se conclut. J'espère que la vidéo vous aura plu. Les prochaines vidéos consacrées aux plantes sont prévues pour octobre-novembre. En attendant, les prochains sujets qui seront traités sur la chaîne seront plutôt du côté de l'herpétologie ainsi que des champignons. La prochaine vidéo qui sortira sera, elle, encore un épisode de Biotope. Ce sont les vidéos les plus faciles à faire quand je suis occupé, ici avec le boulot. Et on va traiter notamment des champignons.
J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la prochaine vous plaira, j'espère que les prochaines vous plairont. C'était Jcoubi de la LPVP et il ne me reste plus qu'à vous rappeler que la LPVP, c'est la nature de protéger.